Salvador Dalí, comme son propre nom l'indique, est destiné à rien d'autre que de sauver la peinture actuelle du chaos et du néant. Quand on parle de Dali, c'est souvent ce genre de phases complètement dérangées qui nous viennent en tête, mais j'ai voulu creuser un peu plus sur la question et je me suis dit qu'en fait on ne devenait pas comme ça pour rien. Et après avoir bossé sur le sujet, c'est peut-être la vie sur laquelle j'ai travaillé justement la plus particulière et la plus folle que j'ai jamais vue. Ça, c'est la seule photo de Salvador Dali qui existe. Ce petit-là, il est mort à 2 ans d'une gastro-entérite. Le Salvador Dali qu'on connaît tous, lui, il naît 1 an plus tard. Quand moi j'ai venu au monde, ils m'ont donné le même nom que le frère mort. Je portais dans mon corps et dans mon âme le cadavre de ce frère mort parce que mes parents parlaient constamment de cet autre Salvador. Et à 5 ans, ses parents l'accompagnent devant la tombe de son frère mort en lui disant à l'oreille « Salvador, tu es la réincarnation de ton frère ». Ça peut mettre un peu la pression. Asseyez-vous bien, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui est monumentale. J'ai eu la chance de retrouver beaucoup d'interviews de l'artiste et avec lui, je vais faire mes petits tours de passe-passe pour vous raconter au mieux son histoire et c'est lui qui va la commencer. Je suis né à Figueras, mais je passais ma première enfance tous les étés à Cadaqués. J'ai pissé jusqu'à 12 ans dans le lit. Je chiais partout, je chiais dans les tiroirs, et j'allais, je disais c'est fait. Et ma pauvre famille, les parents de bonne, ils étaient obligés de chercher où c'est que j'avais fait mes besoins. Et alors j'étais nourri par surtout la plus grande folle, c'était Lydia. C'était la plus grande paranoïaque qui a jamais existé. Il m'a influencé énormément du point de vue spirituel. Lydia, cette nourrice, a un caractère un peu foufou. Et c'est ce qui va plaire à Dali, qui va beaucoup l'observer et développer des idées un peu particulières. Elle représente ma nourrice. Du dos, on a coupé le dos et on a extrait une table de nuit. Et c'était le désir de dévorer le dos dodu de ma nourrice. On le voit dès son plus jeune âge, tout ne va pas pour le mieux dans sa tête. Ça aurait peut-être été plus simple si Salvador Dali, à l'époque, avait eu BetterHelp pour l'aider. La santé mentale, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et je suis très content que BetterHelp m'accompagne en sponsorisant cette vidéo. Surtout que là, c'est la rentrée, et pour la petite histoire, quand j'étais encore à l'école, parfois j'avais du mal à m'intégrer, j'avais plein de boutons, et vous connaissez les gens au collège, c'est pas forcément les plus gentils. À ce moment-là, je n'aurais pas dit non pour discuter avec l'un des 200 thérapeutes français certifiés et inscrits à l'Agence régionale de santé. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne, mais pas que. Grâce à un petit questionnaire pour exprimer tes préférences et tes besoins, ils te mettent en relation avec un thérapeute qui correspond à ton profil, pas juste le premier thérapeute dispo. Et en plus, tout se fait en ligne de chez toi, jusque-là, t'as rien à craindre. Avec ton thérapeute, tu pourras échanger en visio, en appel ou par texto, tu pourras échanger avec ton thérapeute entre les séances s'il y a quelque chose qui te tracasse. En gros, en plein milieu de journée, t'as une question à poser, t'as besoin de le contacter, il ou elle sera là pour te répondre dès qu'il peut. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, si tu veux changer de thérapeute, que tu trouves que ça pourrait mieux matcher avec quelqu'un d'autre, tu peux, sans frais supplémentaires. Vous avez juste ici moins 10% sur votre premier mois chez BetterHelp, betterhelp.com/Clémo, vous avez moins 10%. Le lien cliquable se trouve évidemment en description. Merci encore à BetterHelp et faites attention à vous. On passe à la suite. Pour me séparer de cet autre frère mort, j'étais obligé d'affirmer toutes les minutes que moi je n'étais pas de l'autre, que moi j'étais pas mort. Il a 10 ans pendant qu'il peint cette toile, 9 ans ici, et 10 ans pendant celle-là. C'est quand même assez fort, même si je suis d'accord, on est assez loin du Dali qu'on connaît. Pour l'instant, il est juste fasciné et inspiré par ses 2 peintres préférés. Évidemment, le jour que Dali peindrait un tableau bien peint, comme avec Velázquez, ou Vermeer, avec sa vie de Delphes. Alors le jour suivant, je mourirai. Bon, Dali, faut dire ce qui est, il n'a pas encore atteint ce niveau-là pour l'instant. Tout ce qu'il fait, c'est jouer au foot, dehors avec ses copains. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je la place comme ça. Il était pote avec 2 jeunes qui ont fini au Barça.
c'est quand même pas mal. C'était Emilio Saggi-Lignan pour les connaisseurs et Josep Samitière. Concernant sa famille, on a son père, juste là, qui a encore une fois le même prénom que tous ses fils. Il est notaire, avec un caractère bien trempé, comme beaucoup de papas à cette époque-là. Sa maman, pour le coup, est beaucoup plus sympathique. Le petit Salvador s'entend à merveille avec elle, mère au foyer, elle s'occupe davantage de lui et le pousse dans sa passion qu'est la peinture. Et elle, c'est peut-être la membre de sa famille qui l'a peint le plus, sa sœur Anna Maria. Pour son professeur à l'école municipale de dessin, c'est clair et net, le jeune Dali est trop fort. Je sors médecin et je donne à téter à toute ma période, à toute mon époque. Mon époque, il n'a fait que s'alimenter de mes idées. Donc je suis une espèce de nourrice. C'est lui-même, ce professeur, qui va convaincre son père qu'il doit aller plus loin. Mais en ce février 1921, une terrible nouvelle vient frapper Salvador de plein fouet. Dali a tout juste 16 ans quand sa mère Felipa décède d'un cancer de l'utérus. Celle avec qui il avait tout partagé s'en va. Salvador, dans une tristesse profonde, voit en plus de ça son père, à peine quelques mois plus tard, se rapprocher de la sœur de sa femme décédée, la tante du petit Salvador. Les deux s'épousent 1 an plus tard. C'est le moment de rupture, le moment où Dali devient instable psychologiquement. Père et fils est quasiment au point mort. Et lorsqu'il le représentera 3 ans plus tard, ce sera de manière glaciale, un homme aux mains surdimensionnées et au regard de tueur. Salvador a 18 ans et débarque à Madrid, dans un internat pas comme les autres, la résidence étudiante de Madrid. C'est pas seulement un dortoir étudiant, c'est une fabrique à génie. Et il y avait un très haut escalier qui conduisait des classes à la récréation. Et pour attirer l'attention de tous mes confrères, je me jetais dans le haut de l'escalier en bas en roulant dans les marches. Et quand j'arrivais en bas, j'étais plein de bosses et de sang. Et c'était uniquement pour attirer l'attention de mes confrères. Il y rencontre ses 2 futurs meilleurs amis, Luis Buñuel, qui finira par être l'un des plus grands réalisateurs cinéma en Espagne, et García Lorca, qui lui sera considéré comme l'un des poètes les plus influents du XXe siècle. J'accueille maintenant Amanda Lear. Vous publiez chez Michel Lafon, vous aussi, un livre qui s'appelle Mon Dali, voilà, à l'occasion du centenaire de la naissance de Salvador Dali. Il est né en 1904. Et lui, t'es pas homo, hein, il avait essayé, avec García Lorca. Voilà, en fait, c'est García Lorca qui avait essayé, parce que García Lorca était amoureux de lui. Et Dali n'avait pas dit non, d'ailleurs, mais ça lui avait fait mal. Et lui, il était homosexuel, il était très amoureux de moi, il avait même essayé, mais ça n'a pas marché, parce que moi, pour des raisons plutôt mécaniques, ça n'a pas marché. Alors, je vous ai souvent entendu dire que vous n'aviez pas été sa maîtresse. Ah ben, personne n'a jamais été sa maîtresse, parce qu'il était impuissant. Donc, de toute façon, le problème était réglé dès le départ. À ce moment-ci, cette espèce de complexe d'impuissance avait détourné ma libido dans des vraies folies érotiques. D'ailleurs, je me déguisais toujours en roi pour me masturber, c'était une de mes vices. Dali a 25 ans et n'a jamais rencontré l'amour. Il est même toujours vierge, mais il s'apprête à trouver sa perle rare. Et non, ce n'est pas Amanda Lear que vous venez de voir juste avant, elle n'est tout simplement pas née à ce moment-là. Salvador est retourné à Cadaqués.
Il vient de se faire renvoyer des Beaux-Arts où il étudiait, prétextant, écoutez bien, que ses professeurs n'étaient pas assez compétents pour le juger. Quand même. Alors, retour chez sa famille. Il y fait venir ses amis, Buñuel, Lorca, qui se lie d'amitié d'ailleurs avec Anna Maria, sa sœur. On est en 1929 et Salvador invite un autre poète chez lui, un ami de ses fréquentations, un certain Paul Éluard. Paul Éluard ne vient pas seul, il vient avec sa compagne avec qui il a une enfant, Gala. Vous me voyez un petit peu venir, Gala et Dali, c'est le coup de foudre. Gala représente exactement l'équilibre classique de ma vie. Je n'ai jamais dans ma vie fait l'amour avec quelqu'un d'autre que Gala. Jamais, jamais, jamais. Cette brillante femme russe tombe littéralement sous le charme de ce dandy excentrique qui illumine son quotidien. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment va réagir Paul Éluard à l'idée de voir sa femme le tromper pour un autre homme, quasiment devant ses yeux. Et bah finalement ça va. Il est un peu habitué quelques mois plus tôt. Gala a ouvertement eu une relation avec un autre peintre, Max Ernst. Sauf que là, avec Dali, elle abandonne tout, même sa propre fille, pour vivre l'aventure. Gala s'occupe de tout chez Salvador. Elle gère ses finances, choisit les acheteurs, elle apparaît sur bon nombre de ses œuvres et lui construit un personnage médiatique, notamment de lui retrousser sa fameuse moustache vers le haut. Elle a 10 ans de plus que lui et ça se voit. Une différence d'âge que son père n'accepte pas. C'en est trop pour Salvador, il se tond la tête et enferme ses cheveux dans une coquille d'oursin. Il est temps de partir à Paris. Salvador se connecte à tout le monde, notamment à un groupe parisien fondé par l'écrivain André Breton, les Surréalistes. Est-ce que Dali n'a pas été... Dali s'est présenté beaucoup plus tard, puisqu'on a entendu parler de lui en 1929. Les Surréalistes, c'est un groupe de poètes, écrivains, artistes qui veulent laisser libre cours à leur imaginaire en explorant le rêve, l'inconscient et le hasard. Magritte n'est pas un mystère au fond, non? Ah si, Ah. Nous sommes tous un mystère. C'était une porte dans laquelle il y avait une ouverture par laquelle on peut passer. Toute chose visible cache autre chose de visible. René Magritte, que c'est un des peintres que j'estime le plus. Dans son œuvre, il y a au moins 4 idées géniales et très proches de moi. Par exemple, son invention d'une chose qu'il appelait confiture de cheval. Regardez, Dali s'est même fait une feuille de notes des artistes qu'il connaissait. Ouais, il a fait les choses bien, avec une colonne pour la couleur, le dessin, la composition et l'originalité même. Évidemment, Velázquez ou Vermeer ont les meilleures notes. Picasso s'en sort pas trop mal non plus. Picasso, je te salue, je t'embrasse, t'attache dans l'oreille gauche qui est la même de Gala. Par contre, Mondrian, lui, enchaîne les zéros. This painting of Piet Mondrian. Piet, 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 niet. Because in Russian, niet is nothing. Il n'hésite pas, même en interview, à se payer la tête de tous les artistes qu'il trouve nuls, même ceux qui ne sont pas sur sa feuille. Le peintre le plus mauvais de la France s'appelle précisément Monsieur Paul Cézanne. C'est le peintre le plus maladroit, le plus catastrophique. Et celui qui a plongé l'art moderne dans la merde sublime qui est en train de nous engloutir à tous.
Oui, vous vous posez peut-être la question, mais le style qu'a Paul Cézanne, c'est un peu le style qu'avait Salvador Dali finalement quand il était plus jeune. Vous l'avez bien compris, ce style, ça l'ennuie bien fort désormais. Maintenant, c'est tout le contraire qui l'inspire. Le surréalisme ouvre un tiroir en lui, celui de l'étrange. Qu'est-ce que la vérité, maître? La vérité, c'est exactement la télévision liquide. À travers les objets mous, liquides, Salvador explore ses rêves et ses cauchemars, mais aussi ses obsessions les plus sombres. Dans ses toiles, les fourmis grouillent, les mouches se posent, symbole de la putréfaction, de la chair qui se décompose, rappel permanent que le temps dévore toute chose. Une angoisse viscérale, nourrie par ses démons d'enfance, qu'il a toujours préféré laisser dans l'ombre. L'enfance, c'est un sujet qui va beaucoup esquiver, notamment en interview chez Jacques Chancel en 1971, où en fait l'intervieweur va lui poser la question et il va l'esquiver comme à chaque fois. Il ne répond jamais vraiment à la question. Salvador Dali, est-ce que vous vous rappelez votre jeunesse? Ah, mais pas la jeunesse, parce que la jeunesse c'est trop récent, mais je me souviens toujours de ma période intra-utérine. Pas les 9 mois que j'ai passés à l'intérieur du ventre de ma mère, mais surtout du dernier mois, duquel je garde des souvenirs absolument lucides et optiques. Will you welcome, please, Salvador Dali? Le style Dali explose. Le jeune Espagnol de 30 ans connaît même le succès outre-Atlantique et expose dans les galeries new-yorkaises. Les Américains ont trouvé leur peintre à leur image. Un fou, clivant, rock'n'roll, qui raffole surtout d'une chose, l'argent. Non. Il exige même qu'avant chaque interview, on lui dépose un chèque à ses pieds. André Breton lui trouve même un surnom, un anagramme de son propre nom. Salvador Dali, ça donne aussi Avida dollar, avide de dollars donc. Cet anagramme, c'était une véritable diarrhée d'or qui a tombé sur ma tête et qui continue à déferler sur ma personnalité. À mesure que j'aime l'argent, je deviens de plus en plus avare. C'est-à-dire mon complexe anal se rétrécit et vraiment j'aime l'argent juste pour l'idée d'avoir la banque qui se remplit tous les jours de plus d'argent. Le plus que je peux en attraper, c'est une des raisons pour lesquelles je viens périodiquement en Amérique, parce que c'est là où cette chose se produit avec le plus de facilité. À qui veux-je m'adresser ce matin? À Salvador Dali ou à Avida Dollar? Je crois que aux 3, pour le même prix. Oui, quel est le troisième? Je me le demande. Pas trop près de la bouche, un tout petit peu. Non. On part? Ça tourne? On peut y aller? Je suis fou du chocolat l'envers. Comme ça. Monsieur Dali peut parler. On m'a demandé dernièrement quelle était la différence entre la photographie et un tableau à l'huile. Et moi, j'ai répondu que la différence est très facile à calculer. C'est une différence de 6 millions de dollars. Bon, peut-être un peu trop rock'n'roll. Qu'est-ce que ça vous a fait, à vous personnellement, quand vous avez été exclu par Breton du groupe surréaliste? Moi, j'aime beaucoup toutes les exclusions. Et moi, je dis toujours que l'important, c'est qu'on parle continuellement de Dali, même si on en parle bien. Alors là, on en parlait mal, j'étais ravi, naturellement. Et c'était le désir de dévorer le dos dodu de ma nourrice. Après, plus tard, j'ai eu la même obsession et je voulais toujours manger le dos de Hitler. Parce qu'il avait une petite courroie qui montrait qu'il avait un dos excessivement dodu et nutritif et tendre comme ma nourrice.
Rigoler avec ces sujets, ça ne passe pas chez les surréalistes. Il est exclu du groupe. Pour la remise en contexte, on est en 1936, l'Allemagne et l'Italie, fascistes, donnent leur aide à Francisco Franco, un général espagnol qui tente de renverser la République. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. En face, les républicains défendent une Espagne plus moderne et démocratique, soutenue par l'Union soviétique et des volontaires venus du monde entier. C'est le début de la guerre civile espagnole, une guerre terrible où deux visions du pays s'affrontent violemment. À ce moment-là, la famille de Salvador est prise pour cible. Je le rappelle, pour les nationalistes, c'est une famille de dégénérés. D'autant qu'Anna Maria, sa sœur, est suspectée d'être du côté des républicains. Elle est arrêtée et torturée par les franquistes. Son ami proche, le poète Federico García Lorca, lui, justement, incarne aux yeux des franquistes tout ce qu'ils détestent. Un esprit libre, progressiste, homosexuel et trop influent. Il est exécuté dès les premiers mois du conflit. Malgré qu'il était mon meilleur ami, le jour qu'un Espagnol est venu me disant que García Lorca avait eu l'honneur d'être fusillé, que tous les grands Espagnols, s'ils ne sont pas fusillés, nous manquons quelque chose, alors quand on m'a dit que Lorca était mort et qu'il était fusillé, j'ai dit « Olé !» Les nationalistes de Franco l'emportent en 1939, événement qui lancera la Seconde Guerre mondiale et plongera l'Espagne dans le chaos. Dans le chaos, au point que l'Espagne ne peut même pas participer à cette Seconde Guerre. Ils sont tout simplement trop affaiblis. Tellement affaiblis que Dalí représente quelques petits haricots et une photo d'Hitler dans une assiette. Provocateur, Dalí raconte ici qu'en Espagne, il ne restera bientôt plus que ça à manger. La guerre est terminée et les années 50-60 sont pour Salvador des années de gloire médiatique. Il a tout vu, tout fait, mais peu à peu, certains voient en lui un espèce de clown médiatique qui commence à se perdre dans son propre personnage. Et pour terminer, le maître a crevé d'une corne de narval, la dentelière dont l'aiguille n'a cessé de hanter sa vie. Je devais être constamment avec cette image. Pendant le repas, pendant que je me baignais, pendant tout un été, je n'étais accompagné que par l'image obsessionnelle de la dentelière de Vermeer. C'est à ce moment-là qu'il rencontre une jeune femme qui deviendra, pour nous, la vraie témoin de la fin de vie de Dalí. On l'a vu tout à l'heure, c'est Amanda Lear. Amanda Lear. Alors Paco Rabanne, c'est très important en fait, parce que c'est lui qui m'a présenté à Salvador Dalí. Après un défilé, donc, Paco m'a amené dîner, et là il y avait Salvador Dalí. Et Paco Rabanne m'a présenté, il a dit « Maestro, je vous présente mon mannequin, Amanda ». Salvador Dalí m'a regardé, comme ça il m'a regardé, il a dit « Vous avez la plus belle tête de mort que j'ai jamais vue ». Et donc Dalí m'a dit « Mais vous savez ma chère, ne vous vexez pas, c'est un compliment ». Et donc, je me suis dit, je ne le verrai jamais plus. Voilà. En fait, le lendemain, il m'a téléphoné pour m'inviter à déjeuner. Et là, qui tout a deviendra changé. Témoin de la fin de vie de Dalí. Moi, je disais, mais votre femme, Gala, qu'est-ce qu'elle va dire de tout ça? Elle va finir par me détester. Elle me voit tout le temps à la maison. Et j'en ai parlé à Gala. Et bon, elle me disait, moi, du moment que mon mari est heureux, moi, ce que je veux, c'est le bonheur de mon mari. Ce qu'il y a, c'est qu'elle en avait soupé. Elle était mariée avec lui depuis plus de 60 ans. Donc, elle m'a dit, écoutez, moi, ça va, j'ai donné. Elle me disait, je suis bien contente qu'Amanda soit là. Comme ça, vous y allez à ma place. Vous vous faites photographier. Elle préférait rester dans son coin, lire des livres, aller au théâtre. Gala se repose pendant que Salvador refuse
toujours de s'arrêter. Il vieillit, la maladie s'empare de lui et sa course contre la montre commence. Salvador Dali a 76 ans. Il a été très malade et il en garde des marques. Mais il peint toujours et aime encore les journalistes. C'est en musique que Dali, accompagné pour la première fois de sa femme Gala, s'est montré hier à la presse. Au moment de la dérive, le maître semblait très fatigué. Sa main droite tremblait beaucoup. Du pointillisme, a-t-il expliqué avec humour. Mais je le maîtrise, quand je le décide, ce n'est que nerveux. Puis le maître a remis au musée Dali de Figueras, sa ville natale, le tableau qu'il a peint pendant sa maladie. Un tableau intitulé Le Cheval Gai, qui représente un cadavre en pleine putréfaction, symbole pour le maître du désir de santé. Ça, c'était la conférence de presse, mais vous, Luce Perrault, vous avez rencontré Dali en tête à tête. Alors... Oui. Bien alors, Dali va mieux, c'est évident, mais pourtant, depuis février, il a passé des mois de clinique en clinique, de dépression en dépression, et son médecin le visite toujours quotidiennement. Une infirmière est auprès de lui à demeure, et puis surtout, il est incapable de se déplacer sans être soutenu par 2 personnes. J'ai toujours dit que si Gala, que c'est l'être que j'aime le plus au monde, mourait, et soudainement il devenait petite comme une olive, évidemment, je la mangerai. Et en 82, il perd Gala, sa compagne depuis 50 ans, sa femme, son égérie, sa mère. Depuis, il vivait reclus dans son château, refusant même de s'alimenter. Il aurait perdu ainsi plus de 35 kilos. On s'est rencontrés dans le noir total, il ne voulait plus que je le voie. Alors, vous savez très bien qu'il était, on a vu les photos, Helmut Newton, un tuyau dans le nez, tout ça. Mais vis-à-vis de moi, il avait honte que je le voie comme ça. Il disait, je veux que vous rappelez toujours de moi, très beau. Il ne parvient pas du tout à se débarrasser de ce qu'il appelle d'un joli mot, sa fatigue superbe. Il m'a dit, j'avoue que pour la première fois, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Derrière le personnage publicitaire, il y avait un autre Dali qui était un être très profond. Est-ce que vous voulez nous parler de ce personnage-là? C'est absolument le contraire. C'est-à-dire que dans le personnage publicitaire, c'est dans celui-là qu'il y a le personnage le plus tragique de tous. Tout ce que j'ai fait d'excentrique, c'est pour prouver que je ne suis pas mon frère mort. Derrière le génie extravagant, il restait l'enfant vulnérable qui redoutait ce passage irréversible. Toute son œuvre peut se lire comme une lutte désespérée contre cette peur, celle du temps qui passe. Triste jamais. D'ailleurs, on le voit dans mes moustaches, qui sont exactement à l'opposé des moustaches de Friedrich Nietzsche. C'est-à-dire Nietzsche portait des moustaches qui tombaient de façon déprimante sur sa bouche, tandis que les moustaches de Dali s'élèvent vers le ciel comme les pics aigus des tours gothiques, mais c'est le gothique méditerranéen. Même maintenant, des années après sa mort, quand je peins, par exemple, j'entends toujours sa voix. Ouais. Mais Amanda, là, pourquoi vous mettez du bleu? Et il a une épouvantable peur de la mort. Il l'a dit souvent, il dit, je veux désespérément croire en Dieu. Il n'est jamais arrivé à croire en Dieu. Si Dali exagérait, c'est parce que celui qui exagère, c'est peut-être celui qui vit 2 fois. Dali voulait sans doute défier le temps, et il y est parvenu, puisque ses cauchemars et ses rêves continuent encore aujourd'hui de traverser les nôtres. Parce que je commence toujours à dire des choses sans y croire trop. Ça m'est arrivé au début de mon adolescence où je disais que j'étais un génie sans y croire du tout, mais tout en jouant à être un génie, je l'ai devenu.
Mon idéal, ça serait d'arriver à être Dali. Et je m'y approche, mais c'est très compliqué parce que c'est un être tellement sublime que je ne sais pas si je vais y atteindre.